Joseph Touvenel, l'actualité sociale étant très riche, il va être difficile de parler de tous les sujets aujourd'hui. Néanmoins, on peut commencer par celle qui occupe le plus l'actualité et en tout cas le plus les Français dans leur quotidien, la grève de la SNCF et la suppression pure et simple du statut de cheminot. Comment c'est vécu chez vous en tant que vice-président de la CFTC? C'est une grève annoncée. La SNCF, elle souffre depuis des années. Il y a 3 grands responsables. Les organisations syndicales de la SNCF, majoritaires, qui sont plutôt des organisations révolutionnaires ou, j'allais dire, égoïstement corporatistes. Une direction qui ne fait pas son travail depuis des années. Vous remarquerez que le président, c'est Guillaume Pépi. 10 ans qu'il est président. Mais il est rentré à la SNCF en 1988 comme directeur de cabinet du président de l'époque. Donc, il est dans les instances de direction depuis 1988, à part une brève aventure de 18 mois ailleurs. Et puis le gouvernement. Que peut-on constater aujourd'hui? C'est que l'endettement considérable de la SNCF, 50 milliards selon les uns, 54 selon les autres, en tout cas qui augmente de 3 milliards par an en plus, c'est fait sous l'égide de M. Pépi. On peut constater que le service public ne cesse de se dégrader. Tous ceux qui prennent le RER quotidiennement, comme j'essaye de le faire, peuvent le mesurer. Tous ceux qui sont en province peuvent le mesurer. Enfin, il y a une dégradation parce qu'il y a un manque d'investissement, parce qu'on a renoncé à un moment donné à s'occuper du matériel comme on devait s'en occuper. Tout ça, c'est fait sous l'égide de M. Pépi. Et puis, nous avons des gouvernements successifs qui ont amené au poste de direction et maintenu au poste de direction M. Pépi. Et la conséquence, aujourd'hui, si nous étions dans le privé, un responsable, un cadre supérieur qui aurait un résultat aussi mauvais, ça fait longtemps qu'il aurait été licencié pour absence de résultat. Eh bien, les SNCF, c'est l'absence de résultat de nos autorités depuis des années et des années. Et si on veut reprendre les choses à l'endroit, que veut-on faire de la SNCF? Il y a quelques années, on parlait d'industrie ferroviaire. L'industrie, ça veut dire qu'on avait un projet avec de l'étude sur les nouveaux métiers, de l'étude sur les nouveaux matériaux, de la recherche, de l'innovation. On l'a abandonné, cela. Aujourd'hui, on nous parle d'entreprise commerciale, uniquement du commerce. Est-ce que ce n'est pas un abandon stratégique pour la France? Est-ce qu'on veut retrouver une France stratège? Et ça, c'est le rôle du gouvernement. Et dans ces cas-là, il faut commencer à virer tous les énarques qui sont à la tête de la SNCF depuis des années et remettre des ingénieurs qui étaient des ingénieurs connaissant le métier, des ingénieurs stratèges. Il n'y a pas un statut à la SNCF. On doit regarder les métiers. Je ne peux pas considérer qu'on doit traiter de la même façon la comptable du siège de la SNCF et celui qui va travailler le week-end, les jours fériés, la nuit. Quel projet? Si je reprends, quel projet pour cette entreprise? Que veut-on en faire? 2, on regarde point par point, au lieu de nous dire nous allons faire une stratégie commerciale. Les uns nous disent il faut rester nationalisé, les autres nous disent non, tout ça doit être privatisé. Mais regardons comment ça se passe. Je connais des pays où c'est privatisé, où ça fonctionne, d'autres pays où c'est privatisé et où ça dysfonctionne. Si on vous comprend bien, en fait, le problème n'est pas tel ou tel statut en fait particulier. Le problème, en fait, c'est une entreprise qu'on a laissé pourrir, le mot est pas trop fort, qu'on a laissé pourrir depuis 25 ans. Et aujourd'hui, maintenant que la situation est inextricable, on parle privatisation comme si c'était une recette miracle, en fait, en quelque sorte. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement, collectivement, les héritiers des lâchetés des gouvernements précédents, des directions précédentes et des syndicats depuis des années. Il faut remettre à plat tranquillement. Il y a des gens qui travaillent très bien et très dur à la SNCF. Je connais des cheminots qui font un travail admirable. Il y en a d'autres qui travaillent beaucoup moins bien. Mais ça doit être remis à plat, loin des idéologies, mais en sachant, encore une fois, que veut-on faire de cette entreprise? Et c'est à l'image de l'ensemble de nos problèmes économiques et sociaux. En fait, si je prends la SNCF ou si je prends Air France, qu'ont compris un certain nombre de syndicats, eh bien, ils ont compris le message dominant. Le message dominant, c'est celui de l'égoïsme et de l'hyperlibéralisme. Alors, ils ont compris qu'ils étaient eux-mêmes une petite entreprise. Et on leur dit tous les jours qu'une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui arrive à faire le maximum de bénéfices avec le minimum d'efforts, c'est-à-dire le meilleur rendement. Eh bien, eux, égoïstement, mais dans l'air du temps, ils se mettent en ultralibéraux
j'ai ma petite entreprise et je veux en faire un minimum et en tirer un maximum. Tant qu'on sera dans l'égoïsme ultralibéral, je ne vois pas pourquoi ce qui serait bon pour une entreprise ne serait pas bon pour les salariés. Ce qui est bon pour les actionnaires ne serait pas bon pour les salariés. Ou alors, on amène une autre notion, qui est celle du bien commun, qui est celle d'un débat collectif avec une France qui est une collectivité. Et dans ce cas-là, c'est autre chose. Je suis un élément du collectif où j'ai des intérêts personnels, mais je dois aussi me projeter pour le bien commun en me disant je suis l'héritier de l'effort des générations précédentes et j'ai un devoir, c'est de porter pour les générations suivantes quelque chose de bien, quelque chose de mieux qui corresponde à mon pays. Mais tant qu'on n'osera pas aborder les choses de cette façon-là, il est logique, normal, que chacun développe son égoïsme. Ce n'est pas bien, mais c'est logique dans l'idéologie dominante. Je ne vois pas pourquoi on ferait autrement. Alors qu'Emmanuel Macron a lancé depuis quelques mois un vent de réformes tel que la France en a peu vu, en tout cas à une telle fréquence et une telle rapidité, est-ce que justement ces réformes qui sont a priori le fruit de la réflexion autour de la Startup Nation quelque part, est-ce que justement cet hyperlibéralisme-là incarné par Emmanuel Macron peut aller de pair avec le bien commun, ou est-ce que justement l'ultralibéralisme et le bien commun sont donc deux notions forcément opposées? Première des choses, c'est qu'est-ce qu'une réforme? Les choses n'ont pas à être figées. Les droits acquis, c'est ni bien ni mauvais. Regardons si ils doivent évoluer ou si c'est un acquis qui est bon pour l'ensemble de la société et pour les salariés qu'il faut conserver. Parce que la réforme pour la réforme s'appelle de l'agitation. Et ça, c'est jamais bon. Donc, regardons réforme par réforme si c'est de l'agitation, si c'est bon ou si c'est mauvais pour le pays. Emmanuel Macron est dans la com. La com, c'est l'immédiateté, c'est il faut bouger, il faut présenter, je fais des plans de com. Alors là, on nous a ressorti le camarade Borloo qui est très intéressant, qui nous fait encore un truc. Alors je vais prendre des milliards, tout ça, on va régler le problème des banlieues à coups de milliards. Il nous a déjà fait le coup il y a quelques années. Dans quelques mois, on aura oublié, et puis dans 5 ans, on nous refera un plan com. Oublions tout ça. Est-ce que l'action d'Emmanuel Macron est utile pour le pays? D'abord, on pourra en juger dans la durée. Et ensuite, moi, je veux voir point par point. Faire évoluer un certain nombre de choses, des statuts, y compris dans la fonction publique, pourquoi pas? Quel statut? Comment? Pourquoi? En toute équité. Et le premier statut que j'aimerais voir évoluer, c'est le statut de la classe dirigeante et dominante, qui s'auto-reproduit en sortant de l'ENA, qui occupe tous les postes à responsabilité sans prendre un seul risque. Alors ça, il faudrait le faire évoluer. On ne peut pas demander aux petits, on ne peut pas demander aux salariés, soyez actifs, bougez, prenez des risques. Quand à l'étage très au-dessus, il n'y a aucun risque pris. On sort de l'ENA, on fait les cabinets ministériels, on se met par copinage à la tête des grandes entreprises et on n'a surtout pas le risque de se retrouver en fin de mois à découvert ou de ne plus avoir de boulot. Alors on ne peut pas dire, moi je pense que l'exemple doit venir d'en haut, il faut qu'on arrête de dire aux petits, faites des efforts les petits, quand à l'étage au-dessus, on n'en fait pas. L'exemple, il doit venir d'en haut. Alors commencez à ne plus vous autoprotéger et vous verrez que les salariés français, qui sont tous, sauf des imbéciles, auront compris le sens de l'effort si on est aussi dans un engagement collectif pour autre chose qu'un chiffre d'affaires, c'est-à-dire pour construire un pays. Justement, vous avez évoqué, donc, sans nommer un peu le principe de subsidiarité, c'est changer les choses par la base. Ce qui est un principe chrétien. De principe chrétien, on en vient à cette actualité qui a défrayé la chronique en Grande-Bretagne, puisqu'il y a deux bébés qui ont fait l'actualité, le petit prince Louis et le petit Alfie Evans. Donc, comme la CFTC a pour objectif de défendre la vie, on se demandait en fait, qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire du petit Alfie Evans? Est-ce que justement c'est encore une dérive ultralibérale de ce système qui semble promulgué aujourd'hui? On n'a pas, en tant qu'organisation syndicale, pris position là-dessus. Maintenant, je suis aussi Joseph Touvenel. Hein. Et là, je peux donner un point de vue. Je suis absolument révulsé et choqué par ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et par ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Voilà un enfant atteint d'une maladie rare. Mais quelle est l'autorité sur un enfant dans un pays libre? Ce sont les parents. Les parents demandent à ce qu'il soit ou chez eux ou dans un hôpital. En Italie, on leur offre une place en hôpital. Et une autorité de l'État
refusent la liberté de choix des parents de faire soigner leur enfant où ils veulent, nous ne sommes pas dans un pays libre en Grande-Bretagne. La preuve est donnée. C'est une étatisation, comme on est en train de le connaître chez nous. Regardez chez nous les lois qui avancent, où un couple aujourd'hui n'a plus la liberté de choix pour prendre un congé parental. Il faut obligatoirement, s'il veut la durée totale, qu'il soit partagé entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'État vient décider à notre place de ce que l'on a envie de faire, de ce que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous êtes citoyen, vous êtes capable de voter et de savoir qui va vous gouverner, mais vous êtes incapable de gouverner vous-même votre vie en décidant de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon, avec notre marge d'erreur. Et on l'a de façon caricaturale avec cette affaire, mais c'est aussi le sens du respect de la vie et du respect du plus faible. Sans doute que cet enfant sera mort. Enfin, il serait peut-être pas mort en lui débranchant l'appareil respiratoire. C'est-à-dire qu'on a condamné un enfant à mort, c'est une abomination totale. Ces gens-là ne sont pas civilisés. La civilisation, c'est prendre en compte le plus faible. Et là, on ne prend plus en compte le plus faible. Alors l'hôpital nous dit, mais ça nous aurait coûté très cher. Quel est le prix de la vie? Surtout que dans le cas de figure présent, les Italiens avaient dit, nous on le prend et on le prend en charge. Ça me révulse, c'est très inquiétant. Quand on commence à considérer le prix de la vie, quand on commence à nous dire qu'on peut acheter et vendre un être humain, un enfant, ou que pour des raisons budgétaires, on peut lui enlever son appareil respiratoire, comment va-t-on traiter les salariés demain? De la même façon, comme une marchandise. Mon engagement syndical, il est exactement là. Lutter contre la marchandisation de l'humain, quel que soit l'âge, la condition humaine, grand, adulte, à l'autre bout de la planète ou chez nous.